Il n'y a pas d'action sans sens. C'est aussi un mot que vous avez évoqué à plusieurs reprises. C'est une chose essentielle qui semble simple, mais qui est très compliquée. Et quand on ne peut pas répondre à la question du pourquoi je fais ça, là non plus, on n'est pas un humain et on n'est pas du tout un sujet autonome et un acteur et un agent. Le sens, j'aimerais remettre du contenu philosophique derrière parce que c'est un mot qui est très galvaudé, qui est très utilisé. C'était le mot 2019. Vous voyez, j'avais parlé d'agilité, bienveillance, maintenant c'est sens. Le sens est toujours une extériorité. Ça veut dire quoi? Dans la première acception, si vous prenez le sens au sens de sensation, essayez de toucher votre toucher, c'est impossible. De voir votre vue, c'est impossible. D'entendre votre voix, c'est impossible. Et vous le faites pour les 5 sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à sa propre sensation sans l'intermédiaire d'une extériorité. Là, pour voir la façon que j'ai de vous regarder, il me faudrait une vidéo ou un miroir. Il me faut une extériorité pour avoir accès à mon propre sens. Vous savez, quand on entend sa voix, on se dit « Mon Dieu, c'est pas ma voix ». Vous voyez bien à quel point, par une extériorité, un micro, un enregistrement, on a accès à sa propre voix et on est toujours déconfit quand on la découvre. Bon, donc il faut avoir une extériorité pour avoir accès à sa propre sensation. Pour la deuxième acception, c'est la même chose. Paris-Dijon ne fait sens que le temps du trajet. Une fois que je suis à Dijon, Paris-Dijon ne fait plus sens. C'est-à-dire que le sens dans une direction est toujours ailleurs, extérieur, là où l'on va, jamais où l'on est. Il est là le sens, toujours où l'on va, jamais où l'on est. Et pour la signification, c'est exactement la même chose. Le mot micro n'aurait aucun sens s'il ne renvoyait pas à une chose extérieure, c'est-à-dire un micro. Sinon, on prend les mots pour les choses, ça s'appelle du nominalisme, mais pour qu'un mot ait une signification, il faut qu'il recouvre une réalité extérieure. Donc dans chacun des 3 cas, pardonnez-moi ce petit détour, mais vous allez voir, c'est lourd de conséquences. Dans chacune de ces acceptions, on voit que le sens est toujours une extériorité. Ça veut dire que si le sens est toujours ailleurs, si le sens est toujours extérieur, le sens du travail n'est pas dans le travail, puisqu'il est toujours ailleurs. Le sens de la vie n'est pas dans la vie, puisqu'il est toujours ailleurs. Le sens de tout, vous le faites pour tout, n'est jamais dans l'activité qu'on est en train de faire, il est toujours ailleurs. C'est pas le travail en soi qui a du sens. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Vivre pour vivre n'a aucun sens. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, les collaborateurs ont absolument besoin de voir le sens de ce qu'ils font et de comprendre pourquoi ils sont dans cette entreprise et pas dans la concurrente. Sur le sens, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, mais on voit à quel point, à travers ce que je dis, le sens s'individualise énormément et que le projet commun de l'entreprise ne suffit absolument plus. J'étais il n'y a pas longtemps dans une grande entreprise, un manager me dit « Dans mon équipe, j'ai un type de 25 ans qui me dit « Je bosse à fond 2 ans et je fais le tour du monde avec ma copine. » Et dans la même équipe, me dit le manager, j'ai un type de 50 ans et l'entreprise, c'était une grande entreprise. L'entreprise, c'est sa carrière, c'est son identité sociale. Donc comment je fais pour fédérer des équipes, pour constituer un groupe quand les 2 aspirations sont si disparates et si différentes? C'est excessivement difficile pour les managers aujourd'hui parce qu'il faut sans cesse ajuster et faire concorder, autant que faire se peut, le sens individuel de chacun avec le projet commun de l'entreprise. Vous savez pourquoi j'insiste tant sur le sens? Parce qu'aujourd'hui, on traverse une crise de sens pour plusieurs raisons. Je ne veux pas être trop longue. J'en donne une qui me semble majeure, mais il y en aurait vraiment d'autres. Celle qui me semble la plus importante, c'est Heidegger qui le disait pour le XXe siècle, mais je transpose de façon anachronique au XXIe, parce que c'est encore plus valable, me semble-t-il. Il nous disait, en gros, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les technologies, les innovations avaient 2 sens très clair, c'est-à-dire de finalité extérieure, comme je l'ai développé tout à l'heure. C'était quoi? C'était rendre l'homme plus libre et plus heureux. Toutes les innovations avaient ces 2 buts-là, rendre l'homme plus libre et plus heureux. On essayait de sortir l'homme de l'obscurantisme religieux et on essayait de prévenir les catastrophes naturelles pour qu'il ait une vie plus sereine, plus apaisée, plus heureuse. C'était ça le but de la science, c'était ça le but des technologies, c'était ça le but de l'innovation. Au XXe siècle, nous dit-il, on est rentré dans l'univers de la technique. Pourquoi? Parce que c'est la concurrence généralisée économique qui mène la danse, c'est darwinien, seules les meilleures entreprises en termes de rentabilité persistent sur le marché. Donc seules les meilleures résistent, et pour résister économiquement, qu'est-ce qu'on fait? On est contraint de techniciser les métiers. On est rentré dans l'univers de la technique parce qu'on doit survivre économiquement. Mais la technique, c'est quoi? C'est l'inverse du sens. Une technique, c'est un moyen, c'est jamais une finalité en soi. Quand je dis que les métiers se sont technicisés, ça veut dire qu'ils se sont définalisés d'une certaine manière, puisque ce sont devenus des moyens très utiles, nécessaires, mais des moyens au service d'une fin qui n'est pas toujours visible pour les collaborateurs.
vous écoutez l'intitulé de leur poste. D'ailleurs, je dis poste, je dis plus métier, parce que même dans le vocabulaire, on voit à quel point ça s'est technicisé. On dit plus à quelqu'un quel est ton métier, ça fait presque un peu ringard. On lui dit quel est ton poste, quelle est ta fonction. C'est très technique. Quand je dis que c'est définalisé, vous n'avez jamais entendu un enfant de 10 ans vous dire, plus grand, j'aimerais être coordinateur de flux transverse. Ça s'est encore jamais vu, parce qu'on ne voit pas la finalité. On veut être pompier, on veut éteindre des feux, on veut être maîtresse, on veut être infirmière, mais on veut une finalité. Et c'est ça qui est très nivelant pour les collaborateurs, et c'est ça l'innovation sociale, vous l'avez dit aussi, c'est de remettre absolument du sens, donc c'est de trouver une extériorité, et c'est de permettre aux collaborateurs de voir le résultat concret de ce qu'ils font. C'est absolument essentiel pour l'esprit de voir la réalisation de ce qu'on fait, de comprendre qu'on crée quelque chose, qu'on agit sur le monde, qu'on a un impact sur le monde. Parce que par exemple, coordinateur de flux transverse me dit, je sais que je suis utile dans l'entreprise, je suis un petit maillon utile dans l'organisation beaucoup plus globale, mais je ne vois plus du tout ce que je fais. Les métiers se sont abstractisés en se technicisant. Et les gens perdent de vue le résultat de ce qu'ils font. C'est ce qui explique un phénomène qui n'est pas du tout un épiphénomène, où beaucoup de gens très diplômés qui ont des belles fonctions quittent tout pour faire à chaque fois... ouais, exactement. À chaque fois, c'est un métier manuel ou relationnel, où il y a de la matière, que ce soit de la matière humaine ou de la matière brute. Mais un centralien qui quitte tout pour faire un CAP boulangerie, c'est légion maintenant. Enfin, en tout cas, ça prend un essor fou, parce qu'en pétrissant, en malaxant de la pâte à pain, il a l'impression d'agir sur le monde, d'être un acteur, d'être actif et de faire quelque chose. Voilà, c'est ça le sens. Donc c'est de voir le résultat concret au sens philosophique, et c'est de trouver une extériorité. Mais si on renonce à donner du sens, si on ne peut plus répondre à la question du pourquoi je fais ça, c'est la déshumanisation à l'état pur. Il faut aller contre la paresse intellectuelle qui consiste à se demander en permanence pourquoi je fais ça. Et si on ne peut pas répondre à la question du pourquoi je fais ça, ne pas le faire, parce que ça n'a aucun sens, et là on se robotise très vite. 3, pour être un agent, un acteur, il faut une troisième dimension, vous l'avez évoqué aussi, c'est pour ça que je ne fais que rebondir sur vos mots. Vous avez parlé de confiance. Pour passer à l'acte, pour agir, il faut absolument avoir confiance en soi, bien sûr, mais confiance dans les autres. S'il n'y a pas un risque, on n'est pas dans la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une confiance aveugle et prendre des risques démesurés. Il y a des degrés de confiance. Mais à chaque degré de confiance, il y a forcément une prise de risque. Sinon, on n'est pas dans la confiance. On est dans de la connaissance. Il y a des moments de contrôle, il y a des moments de confiance, mais les deux ne peuvent être concomitants. C'est pas possible. Existentiellement, ce n'est pas possible. Dernière chose sur la confiance, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais c'est difficile dans l'entreprise de parler de confiance. Et l'innovation sociale passe évidemment par un management de la confiance. J'ai plein d'entreprises qui ont formidablement repensé leur management. Je pourrais vous citer des noms, et à grande échelle, parce qu'ils sont passés par le management, par la confiance. Mais quand c'est un poncif et que ça ne correspond pas, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu de contenu philosophique derrière pour savoir quand même comment ça fonctionne, cette confiance-là, ça a été en général une réussite. Donc l'innovation sociale repasse par cette autonomie, cette prise de risque, par ce sens absolument impératif aujourd'hui, par ce climat de confiance. Oui, je disais juste, c'est difficile en entreprise, c'est bien beau de parler de confiance, mais c'est très difficile à insuffler. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un univers contractuel. Et le contrat, c'est exactement le contraire de la confiance. Ça rend presque certain l'avenir. La confiance, c'est l'inverse, c'est asymétrique. Si je vous fais confiance, je suis vulnérable par rapport à vous qui pouvez toujours me trahir ou me tromper. Et ça rend donc incertain l'avenir, parce que c'est un oxymore, il n'y a pas de mots qui s'opposent plus que ces deux-là. Et donc, comment insuffler de la confiance ? Dernière chose, dernière idée, je vais très vite, mais très souvent, vous verrez, ou vous l'avez déjà vous-même expérimenté, il suffit de faire confiance à quelqu'un pour que l'autre adopte un comportement digne de confiance. Elle est performative, elle est vertueuse très souvent. C'est toute l'histoire de des Misérables. Jean Valjean est une crapule, il ment, c'est un mec abominable, et l'évêque décide à un moment de lui donner une somme d'argent en lui disant « je te fais confiance ». Et Jean Valjean se sent tellement investi de la confiance reçue qu'il adopte
progressivement, parce qu'ils veulent quand même un ou deux chandeliers au passage, mais qu'il adopte progressivement un comportement digne de confiance. Donc très souvent, il suffit de l'amorcer, c'est très difficile encore, mais il suffit de l'impulser, de décider de faire confiance pour créer ce cercle vertueux. En gros, en conclusion, la confiance ne s'attend jamais. Dès qu'on a un raisonnement qui pose la confiance comme une conséquence, on peut être sûr qu'on n'est pas dans de la confiance, on est dans de la connaissance. La confiance, elle est condition, elle s'amorce, elle s'impulse. J'arrête avec ça, mais là encore, ça fait appel à une spécificité humaine. Pourquoi on insiste tant là-dessus? Pourquoi c'est de l'innovation sociale? Parce que c'est spécifiquement humain. Jamais l'intelligence artificielle, pour l'instant, est capable de se dire « je prends un risque sur lui, sur elle ». On est dans une forme d'irrationalité dans la confiance, puisque c'est une question de foi et de croyance et de prise de risque. Et l'irrationalité, c'est pas du tout le registre de la digitalisation, de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, l'innovation sociale passe par une humanisation plus grande, mais c'est trop facile. Moi, j'entends très souvent en entreprise ce poncif qui consiste à dire, vous l'avez entendu vous aussi, alors cette année, on va remettre l'humain au centre, on va remettre l'humain au cœur, l'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent, c'est de la flûte si on ne fait pas agir les gens à partir d'eux-mêmes, si on ne les responsabilise pas. Et les gens ont besoin de reconnaissance. Pourquoi? Quand est-ce qu'il peut y avoir de la reconnaissance? Quand ils ont agi à partir d'eux-mêmes. S'ils ont été mécanisés, c'est pas la peine d'avoir une reconnaissance. Ils n'ont pas été sujets, ils n'ont pas été des personnes. Donc pour la reconnaissance, il faut que les gens soient des humains au sens fort du terme, et l'humain passe par une autonomie, par une prise de risque, par du sens, par de la confiance.